bah, effectivement, c'était l'arrivée. Aussitôt que les serrures ont été déverrouillées, là, on a ouvert les portes à glissière en grand, et là, nous avons été accueillis, mais entre guillemets, nous avons été accueillis par des cris, des hurlements et des aboiements. Alors, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était en contrebas, toute une rangée de soldats allemands qui étaient en bas. Ils tenaient leurs chiens en laisse et ils ont commencé à hurler en allemand « Schnell, schnell, los, raus, raus !» S'il y a des élèves qui font de l'allemand, ils peuvent me dire qu'est-ce que c'est raus? Oui, bah, je vais le dire, mais j'essaie de savoir s'il y a des élèves qui font de l'allemand. Non. Eh bien, raus, ça veut dire dehors. Autrement dit, on aurait pu nous dire sortez, descendez, sautez. Non, on nous dit dehors. Voilà le premier mot qu'on entend après 3 jours où on n'a pas dormi, pas mangé, tout. Dehors, allez, dehors, dehors. Bon, alors les SS hurlent, les chiens qui les accompagnent, bah, quand le maître parle, le chien aboie. Écoutez, c'était une cacophonie, quelque chose de terrible. Et on a appris par la suite que toute cette mise en scène, avec les aboiements de chiens, que toute cette mise en scène, elle se répétait à chaque convoi qui arrivait, c'était fait pour leur faire peur, et croyez-moi que c'était réussi. Pour avoir eu peur, on a eu peur, on s'est demandé où est-ce qu'on était tombé pour qu'on nous crie dessus comme ça. Et là, arrivé à Auschwitz, il n'y a plus la planche pour la dénivellation. Mais nous, on a eu de la chance. Parce que nous sommes arrivés après des chutes de neige, il y avait beaucoup de neige par terre, on a pu sauter dans la neige sans se faire mal, il y a quand même 1,20 m de différence. Je peux imaginer, quand il n'y avait pas de neige, les personnes âgées, plus âgées, quand elles devaient... D'abord, on raconte que les gens tombaient les uns sur les autres. Mais nous, notre convoi, on a pu se retrouver dans la neige sans se faire mal. Et dès qu'on était debout dans la neige, là, nous attendait tout un groupe de prisonniers, des hommes, habillés en vêtements de bagnard, à rayures, ils étaient là. Il y en avait 1 ou 2 qui parlaient le français. Et la première chose qu'ils nous disent, il faut tout laisser par terre. Il faut tout laisser par terre. Ça veut dire qu'on devait abandonner tous les petits bagages qu'on avait été autorisés à emmener. Dans un premier temps, j'ai jeté mon linge de rechange. Mais quand il m'a fallu jeter dans la neige les provisions que je réservais déjà pour ma mère depuis déjà une dizaine de jours, parce que dans le train, pendant les 3 jours, j'ai dit à personne que j'avais des provisions. J'ai gardé. Quand j'ai dû abandonner, j'ai eu à ce moment-là un crève-cœur terrible. Je me suis dit, ça c'est bête alors. Quand je vais retrouver maman, je ne pourrai plus lui donner. Vous voyez que malgré la dureté du voyage, on nous fait voyager comme des animaux. Eh bien, malgré la dureté du voyage, moi je continue à croire ce qu'on m'a dit à Rancy, que je vais retrouver ma mère. Et voilà, et là on me prend ses affaires. Alors tout le monde a jeté ses affaires personnelles par terre dans la neige. Et quand tout le monde s'est eu délesté de ses affaires personnelles, à ce moment-là sont arrivés plusieurs SS, avec des espèces de matraques à la main, et ils ont commencé à séparer les hommes des femmes. Moi, je suis arrivée seule, j'ai été séparée de personne. Mais j'ai assisté à des scènes absolument déchirantes. Qu'est-ce que c'était? Ben, c'était des hommes qui ne voulaient pas quitter leur femme, c'était des femmes qui ne voulaient pas quitter leur mari. Vous savez, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, mais l'essentiel, c'est de rester en famille. Les familles ne veulent pas se séparer. Eh bien, à coup de trick, à coup de matraque, les familles ont été séparées. J'ai entendu des pleurs, des hurlements, les gens ne voulaient pas être séparés. De force, ils ont été séparés. Alors, on a reculé les hommes vers la gauche, les femmes et les enfants vers la droite. Et quand les filles ont été bien nettement séparées, à ce moment-là, de notre côté, du côté des femmes, nous avons entendu, avec un porte-voix, crier en allemand et en français « Rassemblement en tête du train ». Alors, mon wagon se trouvait presque en queue de ce grand train. Moi, j'ai suivi 2 jeunes filles que j'avais connues pendant le voyage, 2 jeunes filles qui avaient été arrêtées en Bretagne, 2 jeunes filles qui avaient 18-20 ans. Pourquoi j'ai suivi ces jeunes filles? Ben, c'est tout simple. Hein. Quand on a 14 ans, on pense qu'on est une grande fille. J'avais plus d'affinité avec des jeunes filles de 18-20 ans qu'avec des personnes âgées. Eh bien, justement, il y avait un couple de personnes âgées que j'avais connu dès le premier jour à Niort. Alors, c'était une dame qui était certainement plus jeune que je ne le suis aujourd'hui, mais pour moi, c'était quand même une vieille dame. Elle avait les cheveux blancs. Pour moi, c'était quand même une vieille dame. Hein, elle était très gentille, elle voulait rester avec moi. Et elle m'a appelé, elle m'a demandé de l'attendre. Hein, mais pas pour que je l'aide, au contraire, pour m'aider moi. Eh bien, moi, j'ai pas voulu l'attendre. Je suis partie avec ces 2 jeunes filles. Par la suite, j'ai eu beaucoup de chagrin, mais sur le moment, j'ai pas voulu l'attendre. Est-ce que j'ai craint qu'elle marche pas assez vite? J'en sais rien. Moi, j'ai suivi les 2 jeunes filles, c'était 2 jeunes, j'avais envie d'aller avec les jeunes. Et ces jeunes filles en question, ben, elles nous ont fait marcher très vite, on ne sait pas pourquoi. Comme on était en queue du train, elles nous ont fait remonter toute la rame du train assez vite, et nous sommes arrivés au rassemblement, au début du rassemblement. Alors,
Qu'est-ce qu'il y avait ce matin-là au rassemblement? Eh bien, écoutez, tout à fait exceptionnellement, un seul SS était là, avec une espèce de badine à la main, il était là. Et on sait, d'après les photos qui ont été récupérées après la guerre chez les SS, on sait qu'à tous les convois qui arrivaient, il y avait plusieurs soldats, dont un médecin. Est-ce que lui était médecin? J'en sais rien, il était là tout seul. Alors, à sa droite, il y avait les camions qui attendaient, et à sa gauche, il avait déjà trié une douzaine de femmes. Alors, on arrive à sa hauteur. Bon, par chance, il parle un petit peu le français, un mauvais français qu'on comprend très bien, et avec brutalité, il nous dit « Ceux qui sont fatigués, ils montent les camions. Ceux qui peuvent marcher, ici. » Et là, qu'on rejoigne les femmes qu'il avait déjà choisies. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Hein. Moi, je me suis dit en moi-même, moi, je ne suis pas fatiguée, moi, je marche. Probablement que j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Mais vous savez qu'en aucun cas, je pouvais imaginer que c'était une sélection, que mon sort se passait ce matin-là. Je me suis donc positionnée avec les femmes qu'il avait choisies sans qu'il me désigne. Et ce qui s'est passé, eh ben, c'est que comme il était tout seul, il était un peu débordé, il n'a pas remarqué que je n'avais que 14 ans. S'il m'avait demandé mon âge, je ne rentrais pas dans le camp, je n'étais pas destinée à rentrer dans le camp. Les enfants de 14 ans n'étaient pas admis à Auschwitz, n'étaient admis que ceux qui avaient l'apparence, 15 ans et demi, 16 ans, qui pouvaient travailler. À 14 ans, on ne rentrait pas. Eh bien, vous voyez, c'est grâce à la coiffure de ma mère que j'échappe à la première sélection de l'arrivée. Et vous savez, je dis toujours avec beaucoup de tendresse que ma mère m'a donné 2 fois la vie. Alors après nous, il a continué à trier d'autres femmes, il a commencé à nous compter, nous recompter. Quand il a eu, lui, le nombre de femmes qu'il avait l'ordre de faire rentrer ce jour-là, tout s'est arrêté. Le tri s'est arrêté. Les camions chargés de femmes et d'enfants ont démarré. Et lui, il nous a escortés au camp de Birkenau. Alors Birkenau, c'est un camp qui fait partie administrativement d'Auschwitz, mais c'est un immense camp de 170 hectares. Alors, à l'époque où je suis arrivée, en février 1944, les trains s'arrêtaient entre les 2 camps. Par la suite, on a prolongé les rails et les rails allaient traverser Birkenau, mais à ce moment-là, c'était entre les 2 camps. Nous avons donc marché à pied, peut-être 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, je ne sais pas, dans la neige, il y avait plein de neige par terre, et nous sommes arrivés à Birkenau, et devant une baraque comme les autres, il nous a dit de nous arrêter là. Alors, il nous a fait rentrer dans une grande salle. Alors on est rentré par la porte qui était rabattue, qui faisait comme une ouverture, et juste en face, exactement, il y avait la même ouverture qui donnait sur le camp. Alors on arrive dans cette grande salle, bien sûr pas aussi grande que celle-là, que ça. Dans une grande salle, on arrive. Qui nous attend? 3 SS. Il y a 3 SS qui sont là au garde à vous, et dès qu'on arrive dans la salle, ils commencent à hurler, en allemand et en français, il faut se déshabiller. Écoutez, pour nous, ça nous a paru inimaginable. Hein. On est resté absolument figé sur place. On a pensé que pour nous, c'était impensable de se déshabiller devant les soldats. On n'a pas bougé. Mais je vous dirais qu'on n'a pas eu à réfléchir longtemps. Du fond de la salle, on a vu surgir plusieurs femmes. Elles étaient aussi avec des robes à rayures. Elles avaient chacune un gourdin à la main. Elles portaient un brassard marqué capot en lettres noires sur fond blanc. Nous, on arrive dans le camp, on ne sait pas ce que c'est qu'une capot. Et ces femmes-là ont commencé à battre les femmes qui étaient à côté d'elles. Elles avançaient, elles battaient, elles avançaient, elles battaient. Moi, je me trouvais assez devant. Hein. Eh bien, écoutez, je n'ai pas eu le temps d'être battue ce matin-là, parce que quand on a vu la tête que faisaient les SS, les 3 SS, l'air mauvais, l'air méchant qu'ils avaient, qui étaient prêts à intervenir, et quand on a vu de la façon dont les femmes battaient, on a compris qu'on ne pourra pas s'en sortir, il n'y a pas d'issue, il va falloir se déshabiller. Alors, très timidement, on a commencé à se défaire de nos vêtements. À ce moment-là, sont arrivées, par cette fameuse ouverture qui venait sur le camp, sont arrivées des femmes prisonnières, sont arrivées des femmes. Alors, les femmes qui commençaient à se déshabiller leur ont demandé, mais où on met nos affaires? Parce que dans cette salle, il n'y a pas un banc, il n'y a pas une chaise, il n'y a pas un strapontin. Alors, on se déshabille, mais qu'est-ce qu'on fait de nos vêtements? Les femmes qui arrivent, elles ne comprennent pas le français. Il faut vous dire que le français avait très peu cours au camp. Mais elles ont deviné la question. Alors, elles ont montré avec la main, les affaires, allez, il faut vous les laisser par terre. On a commencé à se déshabiller. Elles qui étaient venues pour ça, c'était leur travail, qui étaient venues pour chercher les vêtements pour être triées au camp. Elles ont commencé à ramasser nos vêtements par terre et les ont emmenés en vrac. On a immédiatement compris qu'on nous confisque nos affaires personnelles et qu'on ne les retrouverait pas.
Et comme on est en plein hiver, et qu'on arrive de France, on est en plein hiver, on avait tout un maillot de corps, un petit tricot. Bon, eh ben, arrivé au sous-vêtement, on s'arrête, on ne veut pas aller plus loin. À ce moment-là, les 3 SS se déchaînent complètement et commencent à hurler « Naked, naked, naked !» Il fallait être complètement nu. Fallait être complètement nu. Alors on commence à se... Il fallait être nu de la tête, enlever tous les vêtements, les chaussures, tout. Écoutez, quand on s'est retrouvé complètement nu, écoutez, ça fait 70 ans de cette histoire-là, j'ai pas trouvé le mot pour vous dire dans quel état on était. On était complètement, vous savez, déstabilisés, on avait honte, on était gênés et on avait peur aussi parce que on nous a pas dit enlevez vos vêtements, vous allez en avoir d'autres. On n'a même pas compris pourquoi on doit se déshabiller nu. C'était vraiment un moment de panique et instinctivement, premier réflexe, les femmes ont essayé de cacher leur nudité comme elles pouvaient. Il y a des femmes qui se cachaient la poitrine avec les bras, d'autres qui se cachaient le pubis, d'autres qui étaient pliées en deux, qu'on n'osait pas se relever. Moi, je faisais pareil, on était pliés en deux. C'était un moment absolument horrible. Et on nous laisse comme ça, debout, il n'y a pas de sieste, on laisse debout, nus. Alors, si je vous parle des ouvertures, c'est pour vous parler de la température. Hein. On arrive en Pologne, où les hivers sont très rigoureux. Le thermomètre peut descendre moins 10, moins 15 et même moins 20. Et là, avec les 2 ouvertures, il y a l'air froid qui s'engouffre dans la pièce. Et nous, on est complètement nus et on attend. Et ensuite, du fond de la salle, arrivent plusieurs femmes. Elles ont chacune une tondeuse à la main. Et elles commencent à tondre les femmes, le crâne, les aisselles, le pubis. Moi qui me trouvais toujours devant, nous, on a vu, avec d'autres filles, on a vu à quoi ressemblaient les femmes qui étaient tondues. Écoutez, on était complètement effrayés parce que les femmes étaient méconnaissables. Hein. Vous savez, c'était pas une mode où on portait les cheveux courts, c'était une époque, à cette époque-là, où on avait des cheveux assez longs. Elles étaient métamorphosées, elles ne ressemblaient plus à des femmes. Et ça, on a très bien compris quel était leur but. Et il y a même une femme qui a dit, mais pourquoi ils nous font ça? Si c'est une question d'hygiène, on peut faire comme dans les colonies de vacances, on peut nous couper les cheveux très courts. On aurait pu nous couper les cheveux très courts, mais c'était fait exprès de nous raser la tête. Alors, les femmes qui rasaient, elles avançaient. À la fin, j'étais rasée aussi. Bien sûr, on n'avait pas de glace, mais quand on voyait les autres, on pouvait imaginer à quoi on ressemblait. Et on nous fait attendre un bout de temps, debout, rasés comme ça. Et ensuite, au bout d'un moment, arrive un autre groupe de plusieurs femmes. Alors là, elles viennent, elles ont dans la main un petit encrier qui s'est avéré de l'encre de Chine, avec une petite plume en acier. Alors, c'est des plumes en acier que vous n'avez pas connues, puis c'est avant les points de bic, des petites plumes dont on se servait avec un porte-plume. Et elle commence à tatouer un numéro sur l'avant-bras. Moi, je regarde ça. Écoutez, moi, je ne savais pas ce que c'est qu'un tatouage. À la campagne, à cette époque-là, certainement qu'on ne devait pas tatouer les animaux. Moi, j'avais jamais vu de tatouage. Moi, je pensais que c'était un décalque, hein, qu'au premier lavage, ça allait partir. Mais il y a des femmes plus âgées qui savaient ce que c'est qu'un tatouage. Et elles nous ont dit, voyez ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui, eh ben c'est pour toute la vie, ça partira jamais. Et c'est vrai, un tatouage, ça part pas. Alors on a commencé à tatouer tout le monde. Et une fois que nous avons été tondus et tatoués, on nous a expédiés sous une douche froide, complètement froide, qui était vraiment glacée, sur laquelle on ne pouvait pas tenir. On n'a reçu ni savon, ni serviette. Alors, comme on a séché, on a dû sécher après, au bout d'un moment, quand on nous a balancé un paquet de... C'est même pas des vêtements, c'est des haillons. Il y avait une espèce de culotte, il y avait une chemise, et puis une veste, et puis une robe, mais en tissu tout à fait léger, pas du tout approprié à l'hiver. Et on nous a ensuite balancé une espèce de paire de chaussures sans s'occuper de la pointure. Alors, je peux vous dire que ça a fait des drames. Pourquoi ? Il y a des femmes qui ont reçu des chaussures trop petites dans lesquelles elles n'entraient pas. D'autres qui ont reçu des chaussures trop grandes qu'elles perdaient. Alors, tout innocemment, elles sont allées au bout de la pièce voir les femmes. Et puis, elles leur ont dit que les chaussures, ça ne va pas. Bon, les femmes, bien sûr, ne parlaient pas français non plus. Mais avec des gestes, elles ont expliqué que les chaussures, ça ne va pas. Eh bien, écoutez, comme on dit aujourd'hui, elles se sont fait jeter. Alors, hop, circuler, on les a envoyés promener, on leur a pas répondu. Et c'est entre nous que nous nous sommes organisés. On s'est mis en demi-cercle, on a essayé de s'échanger les chaussures, parce que c'était quand même très important d'avoir des chaussures pour lesquelles on peut marcher. Moi, mes chaussures étaient un peu grandes, je les perdais pas, je les ai pas échangées. D'autres ont pu améliorer leurs chaussures, d'autres n'ont pas pu améliorer. C'est au petit bonheur la chance. Et ensuite, en dernier lieu, on voit arriver de l'extérieur plusieurs femmes qui portent un tonneau, et qui sont accompagnés d'une capot. C'est la soupe qui arrive. Alors, elle dépose le tonneau au milieu de la pièce, et il y a la capot qui est la préposée qui est là. Elle soulève le couvercle du tonneau. Écoutez,
une odeur une odeur absolument infâme qui se dégage du tonneau. Je ne sais pas à quoi la soupe elle était, mais c'est une odeur horrible. Et la fameuse Capot, elle distribue par-ci par-là des grandes gamelles, pas une gamelle par personne, hein, des grandes gamelles comme ça, par-ci par-là, et elle nous montre la main à tout le monde comme ça. Mais il ne faut pas vous imaginer, je ne touche pas mon pote, non, c'est pas ça du tout. La grande gamelle qu'elle a distribuée, elle montre que c'est pour 5. Et il n'y a pas de cuillère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des femmes qui sont... Tout le monde ne vient pas de la campagne. Il y a des femmes qui sont cachées depuis longtemps, qui ne vivent que qui sont vraiment très rationnées. Elles avaient faim, elles ont quand même voulu manger un petit peu quelque chose de chaud. Ben, elles ont dû laper comme des chiens, puisqu'il n'y avait pas de cuillère, il y avait 5 pour la même gamelle. D'autres comme moi, qui étaient privilégiés, qui venaient de la campagne, eh bien, écoutez, nous, on s'est payé le luxe on a boudé la première soupe. Hein. C'était trop, on ne pouvait pas y goûter. Et je vous dirais que le lendemain, je ne voulais pas la manger non plus. Et les jeunes filles avec qui que j'avais connues, avec qui on s'était rassemblés, les jeunes du transport, les jeunes filles m'ont dit, tu sais, si tu veux revoir la France, hein, tu as intérêt à manger la soupe, parce que c'est pas avec le petit bout de pain du soir que tu vas tenir le coup. Alors évidemment, bien sûr, je me suis mis à manger la soupe. Mais le premier jour, on était plusieurs à pas la manger. Et c'est comme ça que se termine le jour de l'arrivée. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une bonne demi-journée, tout bascule dès le premier jour. Hein. Parce que quand vous arrivez par cette fameuse ouverture, là, vous descendez du train, quand vous descendez des wagons, vous arrivez de France, vous arrivez de la liberté, il y a 15 jours que qui est libre. Vous arrivez aussi de la civilisation, vous avez un nom, vous avez un prénom. Bon. Vous avez des cheveux, vous ressemblez à une jeune fille, vous ressemblez à une femme, vous êtes habillé correctement avec des vêtements normaux. Eh bien, quand on vous fait sortir par l'autre ouverture et qu'on va vous conduire dans les blocs qui vous sont, des blocs de quarantaine, eh bien, en une demi-journée, on a perdu toute identité, parce que maintenant, à partir de maintenant, c'est terminé, on a perdu toute identité. Plus jamais, on va vous appeler ni par votre nom, ni par votre prénom. Vous devenez le numéro matricule qui a été tatoué sur le bras. Parce que dès le lendemain matin, à la première heure, et si je vous dis la première heure, c'est la première heure, chacune de nous va recevoir un bout de tissu. Alors, un bout de tissu blanc, rectangulaire, sur lequel est imprimé en noir son numéro respectif, et devant le numéro, il y aura l'étoile juive, parce qu'on continue à porter l'étoile. On nous donne de quoi le coudre, et ce bout de tissu, on doit le coudre immédiatement à l'extérieur, sur la veste, à la hauteur de la poitrine, c'est-à-dire que l'on porte sur nous notre carte d'identité. Tout ce qu'on a besoin de savoir sur nous, c'est notre numéro matricule, et bien sûr savoir qu'on est juif, il ne s'agit pas de dire après qu'on n'est pas juif. Et vous savez, les numéros ont été donnés par ordre d'arrivée, quel que soit le pays occupé d'Europe, les numéros se suivent. Ce qui fait que d'après les numéros, n'importe quel capot ou n'importe quel SS, quand il voit le numéro, peut savoir à peu près quand est-ce qu'on est arrivé. D'abord, ils savent à quelle centaine on en est maintenant, et plus le numéro est petit, c'est les anciennes prisonnières, le numéro est grand, c'est les grands, voilà. Alors ça, je vous ai expliqué ça dès le lendemain matin. En quelques mots, je termine la journée même. Quand on nous a donc conduits dans les blocs de quarantaine, là, quand on est arrivé dans le bloc de quarantaine, et quand on a enfin entendu parler français, parce que vous voyez, les femmes qui étaient là, aucune ne parlait français, on ne pouvait rien leur demander. Eh bien voilà, les femmes qui sont arrivées avec de la famille ont voulu savoir où était leur famille. Alors elles ont demandé aux Françaises, mais alors, les gens qui sont montés dans les camions, où est-ce qu'ils sont et quand est-ce qu'on va pouvoir les voir? C'est quand même une question normale. Eh bien, je dois vous dire que sans aucun ménagement, les Françaises arrivées avant nous ont dit la vérité. Alors elles ont commencé par nous dire, vous savez, ici à Auschwitz, et c'est là où on entend pour la première fois le nom d'Auschwitz, elles nous disent, ici à Auschwitz, il y a des chambres à gaz. Écoutez, on les regarde complètement embêtés, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'elles nous disent. Alors elles nous disent, mais oui, ici à Auschwitz, il y a des chambres à gaz. Les gens qui sont montés dans les camions, on les a emmenés directement à la chambre à gaz, et après, quand les gens sont morts, ils sont brûlés dans les crématoires. Écoutez, pour nous, ça dépassait l'entendement. On a pensé qu'elles sont aigries,
depuis le temps qu'elles sont là. On a pensé qu'elles avaient perdu la raison. On ne pouvait pas les croire. Alors elles ont vu à notre air ahuri qu'on ne les croyait pas. Alors elles nous ont dit, mais voyez quand même bien là-bas les cheminées qui fument. Alors dans les blocs de femmes, il y avait des fenêtres pas très grandes. On avait aperçu effectivement assez loin, parce que nous on se trouve assez loin des chambres à gaz, là où on est. On avait aperçu de loin une cheminée qui fume. Mais qu'est-ce que c'était pour nous une cheminée qui fume? Ben, c'était une fabrique, c'était une usine. Comment imaginer, comment croire que ce sont les corps des gens qui sont arrivés le matin, qui sont en train de brûler? On n'a pas pu les croire. Je vais vous dire que franchement, aucune de nous ne les a crues. Il nous a toutes fallu un certain temps pour croire que ce qu'elle nous disait était vrai, mais sur le moment, on n'a pas pu les croire. Et maintenant, je vais terminer en vous donnant l'historique de mon transport. Je vous ai dit qu'il y avait un très très grand train à Bobigny. Eh bien oui, j'ai fait partie d'un transport de 1500 personnes. Il y a eu peu de transports aussi grands. Alors, sur les 1500 personnes qui sont arrivées le 13 février 1944 à Auschwitz, 210 hommes ont été requis pour le travail, sont donc rentrés dans le camp, et 61 femmes, dont j'ai fait partie par miracle. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 1229 personnes qui ont été dirigées dans les camions du côté des femmes et du côté des hommes ont été gazées le jour même. Et maintenant, à la libération, au retour, sur 1500 personnes, combien ont survécu? 59. 32 femmes, 27 hommes.